Dans cette vidéo, on va donc continuer l'analyse des comptes annuels. Donc, je vous rappelle rapidement les différents ratios qu'on doit étudier ensemble, certains qu'on a déjà vus, les ratios structure qu'on a déjà vus, et les ratios de liquidité qu'on a déjà vus. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Donc, les ratios de délai et de rotation, le ratio de solvabilité et le degré d'endettement, la rentabilité et le cash flow. Je reviens rapidement donc sur ce qu'on vient de voir dans l'autre vidéo. On a vu dans les ratios de structure, on a vu le fonds de roulement, on a vu le besoin en fonds de roulement, et on a vu la différence entre les deux, qui est la position de trésorerie. Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, position de trésorerie. Ensuite, on a vu ensemble déjà les ratios de liquidité, il y en a 3, selon que l'on regarde ce qui est tout ce qui peut être liquide, et on va vers le plus liquide et on compare ça avec les dettes à court terme. Donc, on a vu la liquidité générale, on a vu la liquidité réduite et on a vu la liquidité immédiate. Liquidité générale, stock plus créance plus disponible sur les dettes à court terme, ça doit être supérieur à 1. La liquidité restreinte, on enlève les stocks, on garde que les créances et le disponible et on compare ça avec les dettes à court terme, ça doit être supérieur à 0,5. Et la liquidité immédiate qui n'est pas très intéressante parce que ça fluctue beaucoup, c'est le disponible sur les dettes à court terme. Donc voilà ce qu'on a déjà vu ensemble. On va continuer donc dans la matière nouvelle. Ensuite, on va parler des ratios de délai et de rotation. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier là-dedans? Le délai moyen de paiement en jours et des clients et des fournisseurs. Combien en moyenne mettent mes fournisseurs pour me payer? Il y en a certains qui paieront, enfin, combien plutôt en moyenne je mets de temps pour payer mes fournisseurs? Il y en a certains que je paierai sans doute très vite. Si je vais me chercher un bic au magasin du coin, je devrais le payer tout de suite. Et on a d'autres, je peux les payer en plus longtemps. Si je reçois ma facture de téléphone, je sais très bien que je la reçois début du mois et j'ai jusqu'au 24 du mois pour la payer. Donc, c'est un délai moyen qu'on va regarder, évidemment. Et alors, on aura ça pour les fournisseurs et les clients. Et un autre ratio de rotation qui est très intéressant, c'est la rotation des stocks. Combien de jours stock j'ai actuellement? Est-ce que j'en ai pas trop? Est-ce que je ne surstocke pas? Ou au contraire, est-ce que j'ai trop peu de jours de stock? C'est dangereux aussi dans certains secteurs d'avoir trop peu de jours de stock. Évidemment, ici, quand on analysera, c'est difficile d'analyser si on ne connaît pas le secteur. Donc, il n'y a pas de valeur de référence, ça dépend des secteurs d'activité. Dans certains secteurs, les clients me payent à 3 ou 4 mois. Dans d'autres, ils sortent du magasin, ils ont payé. Dans une boulangerie, j'aurai logiquement un délai de paiement client qui est assez court. Les clients, quand ils viennent chercher leur pain, me payent. Maintenant, j'ai certains clients à qui je livre tous les jours, comme des restaurateurs, quand on n'est pas en confinement et qui ne sont pas bloqués par les mesures sanitaires. Les restaurateurs, tous les jours, on leur livre du pain et puis on leur envoie la facture en fin de mois et ils ont parfois encore un mois pour me payer. Mais la majorité des clients d'une boulangerie, ce sont les petits clients qui viennent tous les jours et ils payent chaque fois. Donc, vous voyez, tout dépend du secteur. Le stock aussi. Le stock d'un magasin de fruits et légumes, il varie très très vite, il y a très peu de jours de stock. Alors que le stock d'un magasin de jouets en décembre, enfin plutôt début décembre, c'est énorme parce que c'est la grosse partie de son chiffre d'affaires va être faite dans les jours qui viennent. Même chose dans la mode, souvent, quand la nouvelle collection rentre, j'ai beaucoup de stock, même si je peux recommander par la suite. Donc vous voyez, on ne peut pas vraiment, quand on ne connaît pas le secteur, on ne peut pas vraiment se positionner sur c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas on peut les calculer, ça peut donner une bonne indication. Alors, le premier ratio qu'on va analyser au niveau des rotations, c'est la rotation du stock. Combien de jours stock j'ai, toujours en regardant cette fameuse photo des comptes annuels. Les comptes de fin d'année, à la fin d'année, j'avais combien de jours stock? Alors, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir calculer le nombre de jours stock que j'ai? On va regarder ce que j'ai comme stock pour le moment. Donc, on va aller dans l'actif du bilan. Dans les actifs du bilan, j'ai mes stocks. Actuellement, mes stocks s'élèvent à 6 000 €. C'est bien, c'est pas bien. Il va falloir regarder
combien j'ai acheté de stock sur une année, ou trouver ce que j'ai acheté comme stock pour toute l'année. Ben, ça, je vais aller dans le résultat. Et dans mon résultat, dans mes charges, j'ai l'ensemble de toutes les marchandises que j'ai achetées sur une année. J'ai pour 60 000 € de marchandises. Et en comparant les deux, je vais avoir la partie d'année de stock que j'ai actuellement, puisque j'ai un montant en stock, je crois que c'était 6 000 €, j'ai 6 000 € de stock actuellement, or j'en ai acheté sur toute l'année pour 60 000. Donc actuellement, j'ai 1/10 d'année de stock, puisque sur une année, j'en achète 60 000. Oui. Je reviens à mon explication. Donc, le stock de l'instant, on le retrouve à l'actif du bilan. Et puis, je vais diviser ça par la totalité du stock que j'ai acheté sur toute l'année, donc la totalité des marchandises. Et donc, on va avoir une partie d'année exprimée en stock que l'on possède. Si je multiplie ça par 365 jours, qui est le nombre moyen, n'allez pas m'embêter avec les années bissextiles, qui est le nombre moyen de jours dans une année, ben j'obtiens le nombre de jours de stock qui est disponible actuellement sur la photo, qui sont les comptes annuels. On va voir. Donc la formule, c'est quoi? C'est les stocks, 6 000 €, divisé par les achats de marchandises, 60 000 €, ça se trouve au résultat. Et si je multiplie ça par 365 jours, j'aurai le nombre de jours de stock que j'ai actuellement. Et donc, 6 000 divisé par 60 000, c'est 1/10 d'année. Et 1/10 de 365 jours, ben ça fait 36 jours et demi. Donc, j'ai actuellement un stock de, oui, je ne vous ferai pas l'affront, à l'examen, c'est peut-être pas plus mal que 36,5, vous me disiez que c'est 36 jours et 12 heures, puisque une demi-journée, c'est 12 heures. Hein? Et si vous avez plein de virgules, n'oubliez pas de transformer ça en heures, minutes, secondes et centièmes de seconde. Il est très très important de savoir en centièmes de seconde comment tourne mon stock, évidemment. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, c'était une feinte. Hein? Mais donc, j'ai un stock actuellement de à peu près 37 jours. Ça fait à peu près 5 semaines, si je calcule. Hein. Est-ce bien ou pas? Ben, ça dépend du secteur. J'ai 5 semaines de stock, c'est tout ce que je sais. Pour les produits frais, si j'étais un marchand de légumes, ben, il me semble que c'est beaucoup d'avoir 5 semaines de stock. Hein. Pour un magasin de jouets ou de vêtements, ben, c'est plutôt peu. Et c'est encore, ça dépend des périodes. Si on sort des soldes et qu'on n'a pas encore la nouvelle collection, ben, ça peut être suffisant. Hein. Et donc, on ne sait pas dire si c'est bien ou pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai 37 jours de stock à peu près. Donc ça, c'est pour la rotation du stock. Donc, je compare au bilan la photo que j'ai par rapport à l'ensemble de l'année. Et l'ensemble de l'année, ça se trouve dans le résultat. Parce que le résultat, c'est tout ce que j'ai gagné et tout ce que j'ai dépensé sur un exercice. Oui. Donc ça, c'était pour la rotation du stock. Ensuite, sur le même principe que la rotation du stock, on a le délai de paiement client. On va utiliser la même idée. Hein? Donc, on peut se baser de nouveau sur les comptes annuels. On compare ce que nous doivent les clients au bilan sur la photo avec ce qu'ils nous ont dû sur l'ensemble de l'année. Où est-ce que je vais voir ce que me doivent actuellement les clients? Ben, je vais à l'actif, mes créances. Mes clients, actuellement, c'est pour ça qu'on a détaillé les 14 000 €, il y a 8 000 € de créances clients, ce qu'on appelle les créances commerciales. Hein? Il y a 8 000 € de créances commerciales. Je vais comparer donc ces 8 000 € que me doivent actuellement les clients avec tout ce que j'ai facturé à mes clients sur une année. Où est-ce que je vais retrouver tout ce que j'ai facturé à mes clients sur une année? Ben, c'est très simple, c'est tout simplement mon chiffre d'affaires. Les 210 000 € de chiffre d'affaires, c'est ce que j'ai. C'est ce que les clients m'ont dû sur l'ensemble de l'année, puisque c'est tout ce que j'ai vendu. Et si je compare les deux, j'ai la partie d'année que me doivent encore mes clients. Si je multiplie ça par 365 jours encore, mais j'ai une moyenne de jours de créances encore dus. Et donc, selon la photo qu'on a prise au 31 décembre, c'est à peu près le délai que mettent en moyenne les clients pour me payer.
il va y avoir quand même une petite subtilité, on va le voir en regardant la formule. Donc le délai moyen de paiement client, ce sont les créances commerciales, divisé par le chiffre d'affaires. Mais j'ai un problème, fois 365. Mais j'ai un problème, c'est que dans mes créances commerciales, quand j'envoie ma facture au client et qu'il doit me payer, il y a de la TVA. Or, dans mon chiffre d'affaires, la TVA, elle ne s'y trouve plus. Donc il va falloir que je rajoute la TVA sur le chiffre d'affaires. Il va falloir que je rajoute la TVA sur le chiffre d'affaires pour pouvoir comparer les créances commerciales où il y a de la TVA avec le chiffre d'affaires où il n'y en a plus. Donc je dois rajouter la TVA sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est parfois difficile quand on ne connaît pas du tout le secteur ou quand on ne connaît pas la société. Imaginez que je sois dans le bâtiment et que je cherche à connaître le délai moyen de paiement client dans une société qui travaille dans le bâtiment. Mais dans l'ensemble de mon chiffre d'affaires, j'ai des clients où j'ai facturé à 6% parce que c'était des travaux sur un immeuble privé de plus de 10 ans. J'ai des clients où j'ai pas mis de TVA parce que c'était du co-contractant immobilier, et j'ai des maisons neuves où j'ai travaillé et c'était du 21%. Donc c'est parfois difficile de retrouver cette TVA exacte. Bon, ici, pour la simplicité, dans nos exemples, dans notre exemple, j'ai fait une faute de frappe là, on va prendre 21% tout simplement. Oui? J'espère que vous avez bien compris le principe. Donc, le délai de paiement client, c'est les créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires plus la TVA sur le chiffre d'affaires, et je multiplie ça par 365. Oui? 8000, c'est mes créances clients, divisé par 210 000, c'est mon chiffre d'affaires. Aux 210 000, j'ajoute les 21% des 210 000. Oui? Et je multiplie ça par 365. 8000 divisé par 254 100 fois 365, ça fait à peu près 11 jours 49. Donc en moyenne, mes clients me payent à 12 jours, à 11 jours et demi, à 11 jours, entre 11 et 12 jours. Donc je sais qu'en moyenne, mes clients me payent à 12 jours. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On ne sait pas, ça dépend du secteur. Disons que si j'ai dit à tous mes clients qu'ils devaient me payer dans la semaine, dans les 7 jours, ils traînent tous un peu. Si je leur ai dit qu'ils pouvaient me payer à 30 jours fin de mois, ça peut être raisonnable et ils me payent même plutôt vite. Si je leur ai dit vous pouvez me payer à 30 jours, ils me payent vite, c'est bien. Donc, dire c'est bien ou pas bien, on n'a pas assez d'éléments pour le savoir. Mais on sait en tout cas qu'en moyenne, les clients mettent 2 jours à me payer. On peut encore, sur le même principe, et toujours sur base des comptes annuels, comparer ce que nous, on doit aux fournisseurs avec ce que nous, on leur a dû sur toute l'année. Donc je prends ce que je leur dois encore sur la photo, ce sont mes dettes commerciales, et je compare ça avec tout ce que je leur ai dû sur une année. Oui, c'est toujours le même principe. Si je multiplie par 365, j'ai en moyenne le jour de dettes qui sont encore dues, donc le délai que je mets en moyenne pour payer mon fournisseur. Alors, la formule, c'est donc les dettes commerciales. Dettes commerciales, c'est dans les dettes à court terme. Les fournisseurs, voilà, je dois encore 17 000 € à mes fournisseurs, que je divise par qu'est-ce que j'ai dû à mes fournisseurs. Mais pas seulement les marchandises, attention. Les services et biens divers, c'est-à-dire mon comptable, mes frais de téléphone, mes frais de carburant, l'électricité, le chauffage, le loyer, tout ça, c'est aussi des fournisseurs. Donc je vais devoir à la fois prendre les achats de marchandises et à la fois prendre les services et biens divers. Et pour la même raison que pour les clients, quand je mets en achat de marchandises ou en services et biens divers, j'ai retiré la TVA parce que j'ai pu la récupérer. Or, quand je reçois des factures de mes fournisseurs, la TVA est encore dessus. Donc pour faire une comparaison correcte, je dois rajouter de la TVA sur les achats de marchandises et sur les biens et services divers. Et je vous le rappelle, je ne sais pas combien de TVA, c'est difficile. Bon, ici, pour les besoins de l'exercice, on va aussi prendre 21%. Donc, je vous rappelle que les dettes commerciales, donc c'est les 19 000 €, et mes achats de marchandises et services et biens divers, c'est les 2 premiers postes de charge.
Donc au total, ce sera 60 000 plus 80 000, ce qui va nous faire 140 000 euros. Oui. Donc la formule délai moyen paiement fournisseur, ce sont les dettes commerciales divisées par les achats de marchandises et les services et biens divers, auxquels je rajoute la TVA sur les deux, achats de marchandises et services et biens divers, et ce quotient, je le multiplie par 365 jours pour avoir le nombre de jours. 17 000 divisé par 140 000 plus 21% de 140 000, le tout fois 365, ça fait 36,63 jours. Donc en moyenne, on paye nos fournisseurs à 37 jours. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? 37 jours, c'est quand même un peu beaucoup, dans la mesure où certains fournisseurs acceptent souvent un paiement sur un mois. Maintenant, ça dépend des secteurs. Il y a aussi des secteurs où je peux payer, où je me suis arrangé avec mes fournisseurs pour les payer à 2 mois ou à 3 mois. Mais 37 jours, habituellement, c'est un peu beaucoup, puisque logiquement, beaucoup de fournisseurs, c'est dans le mois, et certains, c'est tout de suite. 37 jours, ça me semble beaucoup, ce qui me fait d'ailleurs dire que c'est peut-être pour ça qu'on a un bon fonds de roulement. Oui, parce que le fonds de roulement compare ce que je dois payer à mes clients, enfin ce que les clients doivent me payer, et les stocks avec ce que je dois encore payer aux fournisseurs, et plus je dois encore en payer aux fournisseurs, plus mon fonds de roulement va être bon. Plus mon besoin en fonds de roulement va être bon. Donc c'est peut-être pour ça que ici, les 37 jours expliquent en partie le besoin en fonds de roulement. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait les 3 degrés, les 3 ratios de rotation, c'est-à-dire la rotation du stock, le délai moyen client, le délai moyen fournisseur, on en a 2 autres qui sont beaucoup plus faciles à cerner. C'est le degré d'endettement, qui est l'inverse du ratio de solvabilité. Mais le degré d'endettement est plus facile à appréhender, c'est pour ça que je commence toujours par celui-là. Donc, le passif est composé de 3 masses. Les capitaux propres, les dettes à long terme, les dettes à court terme. Oui. Le degré d'endettement, c'est quoi? C'est le nombre de dettes que j'ai. Évidemment, vous allez me dire, mais monsieur, vous avez toujours dit que les capitaux propres, c'était aussi des dettes. Oui, mais c'est des dettes vis-à-vis de nos actionnaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'appellent les capitaux propres. Donc quand on parle de degré d'endettement, on va regarder les dettes vers l'extérieur, donc les dettes à long terme et les dettes à court terme. Par rapport à quoi? Par rapport au total du passif. Et j'aurai mon degré d'endettement. Donc, savoir à quel point une société est endettée, c'est fort simple. La formule, c'est toutes les dettes, dettes à long terme plus dettes à court terme, divisé par le passif. Si je retourne, j'ai 16 000 euros de dette à long terme, 19 000 euros de dette à court terme, 50 000 euros de passif. 16 000 plus 19 000, divisé par 50 000, ce qui nous fait donc 35 000 divisé par 50 000, ça fait 0,7. La société est endettée à 70%. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Toujours la question. Mais en fait, on considère qu'une société endettée en dessous de 80%, c'est acceptable. Une société a toujours des dettes. Je reçois une facture, je ne l'ai pas encore payée, mais j'ai une dette. Si j'ai besoin d'acheter une voiture, ou si j'ai besoin d'acheter un immeuble, je vais faire un emprunt, donc j'ai des dettes. Une société a toujours des dettes. C'est excessivement rare de voir une société qui n'est pas un minimum endettée. Donc on considère qu'en dessous de 80%, l'endettement est acceptable. Attention quand vous faites vos commentaires, si vous êtes proche des 80 mais en dessous, ne me dites pas c'est excellent, la société n'est endettée qu'à 79%. 79% c'est très près de 80 et 80 c'est la limite. Même 75% c'était près de la limite. Même là à 70%, imaginons qu'une société soit endettée à 50%, là on pourrait dire c'est très bien. À 60%, on pourrait dire c'est bien. À 70%, on pourrait dire la société est endettée à 70%, sachant que la limite acceptable c'est 80, il faut quand même tout doucement penser à faire attention à son endettement et ne plus trop s'endetter. Et d'ailleurs, si vous allez voir votre banquier, c'est un des premiers critères, un des premiers ratios qu'ils vont analyser. Les banquiers adorent analyser les ratios quand vous leur demandez un crédit, par exemple. Et si vous êtes à 70% et que vous redemandez un crédit que ça va vous faire passer au-dessus des 80, le banquier risque fortement de refuser en disant « Non, monsieur, parce que vous allez
dépasser un degré d'endettement qui est supérieur à 80. Donc nous, on refuse de vous consentir encore un crédit. C'est en ça que ce ratio aussi est très très important. Alors, ça c'était le degré d'endettement, donc à combien je suis endetté. Et la solvabilité, c'est l'inverse. Donc je peux déjà vous dire, comme là tout de suite on avait un ratio d'endettement, un degré d'endettement qui était de 80%, de 70%, ben, la solvabilité va être de 30%. 70% plus 30, ben, ça fait le total du passif. En fait, c'est la part des capitaux propres, le degré de solvabilité, c'est la part des capitaux propres. Donc les dettes que l'on a, mais vis-à-vis des fondateurs et des actionnaires de la société, c'est la part des capitaux propres dans l'ensemble du passif. Et c'est pour ça que c'est l'inverse du degré d'endettement. Donc c'est les capitaux propres divisés par le passif. Ben, j'avais pris mes dettes ici là tantôt, maintenant je prends mes 15 000 qui sont mes capitaux propres. 15 000 divisé par 50 000, ben forcément ça fait 30%. 15 000 divisé par 50 000, c'est 0,3. 0,3, c'est 30%. On peut dire que la société est solvable à 30%. Forcément, comme la solvabilité, c'est l'inverse de l'endettement, eh bien, quand on disait que l'endettement ne peut pas être supérieur à 80%, ben, la solvabilité, elle, ne peut pas être en dessous de 20%. Autrement dit, elle doit être supérieure à 20%. Et encore une fois, si vous vous trouvez proche de la limite, donc ici on est à 30% et elle doit être au-dessus de 20%, ben, on n'est quand même pas très loin au-dessus de 20%, donc on peut dire qu'il faut quand même faire attention à son degré de solvabilité ou à son taux d'endettement, puisque c'est exactement le même ratio. Il étudie la même chose, si ce n'est que l'un est l'inverse de l'autre. Donc, pas très compliqué pour l'endettement et la solvabilité. Retenez bien cette limite de 80% d'endettement. Donc, ensuite, un autre ratio qu'on a encore, c'est les ratios de rentabilité. Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. En fait, on a fait beaucoup de ratios de rentabilité. Enfin, on a approché les ratios de rentabilité quand on a étudié les marges au tout début du cours. Sauf qu'ici, on va étudier les marges, mais sur des comptes annuels. Donc, c'était quoi une marge brute? C'était prix de vente moins prix d'achat divisé par prix de vente. Eh bien, ici, on fait exactement la même chose, mais avec des masses financières. Alors, où se trouvent mes ventes? Ben, c'est mon chiffre d'affaires. Où se trouvent mes achats? Ben, c'est mes achats de marchandises. Chiffre d'affaires moins achat de marchandises, divisé par quoi? Par l'ensemble de mes ventes. Ben, divisé par le chiffre d'affaires. Et donc, j'ai chiffre d'affaires, donc pour la marge brute, c'est chiffre d'affaires moins les achats de marchandises divisé par le chiffre d'affaires. Donc, 210 000 euros moins les 60 000 euros divisé par 210 000 euros, j'ai une marge brute sur vente qui est de 71%, 0,71, soit de 71%. Et alors, on a la marge brute sur achat, qu'on avait vu ensemble aussi, lorsqu'on a vu les marges. Ben, c'est le chiffre d'affaires moins les achats de marchandises, mais que l'on compare cette fois-ci aux achats de marchandises. Et dans notre exemple, ben, j'ai 210 000, je peux retourner, j'ai 210 000 moins les 60 000, mais je ne divise plus par le chiffre d'affaires. Cette fois-ci, je divise par les achats de marchandises. 210 000 moins 60 000 divisé par 60 000, ça fait 2,5. Donc la marge brute sur les achats est de 250%. Oui. Donc si j'achète quelque chose à 100, ben, ça va me rapporter 250, donc je le vendrai à 350. Alors, une comparaison d'année en année est parfois intéressante sur les marges. Dire ma marge est de 250, c'est bien, c'est pas bien. Mais j'en sais rien, ça dépend du secteur. Le fisc, par exemple, aime beaucoup ce ratio. Il se dit, dans la restauration, il faut au moins faire une marge de 2, 2,5, 3. Et donc, si vous ne la faites pas, ils regardent les comptes annuels d'un peu tous les restaurants. Si vous ne la faites pas, ils disent, on va aller contrôler, celui-là, c'est pas normal, il achète beaucoup de marchandises, et par rapport à ce qu'il achète et à la marge habituelle du secteur, il n'a pas beaucoup vendu. Pourquoi? Est-ce qu'il ne ferait pas du noir et qu'il n'oublierait pas de déclarer certaines choses? Et donc, ça peut faire l'objet de contrôle. Donc, le fisc aime beaucoup ces notions de marge brute. Il faut faire souvent très attention dans son secteur à cette notion-là, être sûr qu'on cadre
avec l'ensemble du secteur, sauf si évidemment on n'a rien à se reprocher et qu'on prouve que notre marge est différente que celle habituelle du secteur. Et alors on peut aussi comparer d'année en année, parce que si on compare une année, on avait une marge de 200%, l'année suivante on a une marge de 150%, comment ça se fait que j'ai perdu 50% de marge? Je voudrais peut-être étudier la question. Est-ce que je ne devrais pas revoir mes prix de vente à la hausse parce que mes prix d'achat ont changé? Donc c'est intéressant pour l'intérieur de la société, mais c'est parfois difficile quand on est externe à une société de se positionner sur le fait que cette marge soit bien ou pas. Ça c'est pour les ratios de rentabilité. Et on arrive donc au dernier ratio qu'on va voir ensemble. C'est une notion très 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 importante. Vous allez voir pourquoi. Cette fois-ci, c'est les banquiers, de nouveau eux, qui adorent la notion de cash flow. Leur cash flow, si on traduit l'anglais, ça veut dire flux de liquidité. Ça représente le cash, l'argent, le flouze, le pèse, l'oseille, que l'entreprise a pu générer sur un exercice comptable. Donc si elle a pu générer cet argent en plus, banquier, ça peut l'intéresser parce que c'est de l'argent qui pourrait servir à rembourser des crédits notamment. Alors comment est-ce qu'on le calcule? Comment savoir ce que j'ai gagné comme cash sur une année? Je prends mon résultat. Mais je vous ai dit au tout début, quand je vous ai refait tout petit aperçu du résultat, attention, le résultat, il y a des choses dedans qui ne sont pas encore payées, et il y a des choses que je n'ai pas encore payées, même si c'est déjà des produits et des charges. Donc, c'est le résultat auquel on va enlever les charges que l'on ne paye pas, et dans les charges que l'on ne paye pas, il y en a une qu'on ne paye pas parce que c'est une écriture comptable que l'on passe, ce sont les amortissements. Et il y a aussi les produits qui ne sont pas encore encaissés en argent. Et donc, la vraie formule du cash flow, et j'attire votre attention dessus, c'est une formule et en même temps c'est une définition, et j'attire votre attention sur cette formule parce que c'est la seule qui ne vous est pas donnée à l'examen. Donc celle-là, il faut bien en comprendre la notion et la connaître. Le cash flow, c'est le résultat, plus les charges non décaissées, moins les produits non encaissés. C'est le résultat, donc mes produits moins mes charges, plus des produits non encaissés, mais ça c'est plutôt rare. Enfin, non, plus les charges non décaissées, moins les produits non encaissés. Des charges non décaissées, il y en a toujours. C'est très simple, les amortissements, c'est toujours une charge qui n'est pas décaissée. Parce que c'est une écriture comptable à la base qui fait diminuer la valeur d'une immobilisation. Donc, il y a plus facile que cette formule, mais je vous demande quand même de bien retenir cette formule. Le cash flow, c'est le résultat plus les charges non décaissées moins les produits non encaissés. Et la petite manière rapide de le calculer, c'est le cash flow, parce que c'est très rare d'avoir des produits non encaissés dans des petites et moyennes structures. Donc le cash flow, pour le calculer, on va prendre le résultat et on va lui rajouter les amortissements. Et donc, dans notre cas, le cash flow, c'est 210 000 moins 175 560, plus les 7 500 d'amortissement, ce qui va nous faire 41 940 € de cash flow. Et donc, c'est très bien, cette entreprise a donc une capacité à générer 41 940 € de cash sur une année. C'est ce qu'il faut répondre si on vous demande de justifier un cash flow à l'examen. Alors, le cash flow est une notion très importante et les banquiers l'aiment bien. Pourquoi? Imaginez qu'une société soit en perte. Donc, ses charges sont supérieures à ses produits. Ce n'est pas le cas ici, mais imaginons. J'ai 250 000 € de charges et j'ai 200 000 € de produits. J'ai 50 000 de pertes. Mais dans ma perte, pour calculer mes charges, j'ai beaucoup d'amortissements. Imaginons que j'ai 75 000 € d'amortissement. J'ai 50 000 de pertes. C'est mon résultat. Moins 50. Plus 75 000 d'amortissement. Ça me ferait un cash flow positif de 25 000 €. Donc je peux générer de l'argent pour 25 000 € par an. Je vais voir mon banquier pour lui demander un crédit. Première chose qu'il va voir, votre résultat est négatif, monsieur. Puis il va analyser, et
on ne va pas hésiter à le lui faire remarquer en lui disant « Oui, mais regardez, j'ai énormément d'amortissement, parce qu'en fait, on a acheté un immeuble, et c'est l'amortissement de cet immeuble qui nous fait tomber dans le négatif. Ah ben oui, vous avez 50 000 € de pertes, mais dans ces 50 000 € de pertes, il y a 75 000 € d'amortissement, donc vous avez 25 000 € de cash flow. Ben oui, on va vous consentir à un petit crédit pour acheter, je ne sais pas moi, une nouvelle machine ou une nouvelle voiture. » Attention, le cash flow est une notion très importante, surtout quand on est un petit peu en perte, mais qu'on a beaucoup d'amortissement. Ça peut tout changer lorsqu'on va négocier avec son banquier. Donc ça, c'était le cash flow. Donc je vous résume maintenant tous les ratios. On a le fonds de roulement, c'est les capitaux permanents moins les immobilisations, ça doit être supérieur à 0. Sinon, les immobilisations seraient financées par des dettes à court terme, et ça, il ne faut pas le faire. Le besoin en fonds de roulement, c'est les stocks plus les créances moins les dettes à court terme. On ne peut rien dire sur le besoin, sauf s'il est négatif. S'il est négatif, on peut dire que c'est très bien, il n'y a pas de besoin. Mais s'il est positif, c'est le ratio suivant, la différence entre les deux, qui va nous dire si c'est bien ou pas. La trésorerie doit toujours être positive ou égale à 0. Il faut que le fonds de roulement couvre le besoin en fonds de roulement. Ensuite, on a vu, ça c'était pour les ratios de structure, ensuite on a vu les ratios de liquidité. Donc on a d'abord la liquidité générale, les stocks plus les créances plus le disponible. Est-ce que tout ça c'est suffisant pour couvrir mes dettes à court terme? Ce ratio-là doit être supérieur à 1. Ensuite, on a vu la liquidité réduite. Donc on enlève les stocks, on garde les créances et le disponible. Si tout le monde me paye, et avec l'argent que j'ai en banque et en caisse, à combien de pourcents est-ce que je peux couvrir mes dettes à court terme, ce que je dois payer rapidement? Ben ça doit être supérieur à 50%. Je me rends compte que je ne l'ai pas mis. Et ensuite, la liquidité immédiate. Ben, on prend ce qui est disponible tout de suite, c'est-à-dire le disponible, qu'on compare avec les dettes à court terme. On ne peut rien dire sur ce ratio tellement il est volatile. Ensuite, on a vu les rotations et les délais. Donc la rotation de stock, c'est je prends la photo du stock, du bilan, divisé par tous les stocks que j'ai achetés, les achats de marchandises, et je multiplie par 365 jours. Ça va me donner le nombre de jours de stock que j'ai actuellement en stock. Sur la photo de fin d'année, évidemment. Le délai client, c'est que me doivent encore mes clients par rapport à tout ce que j'ai facturé aux clients sur l'année, auquel je rajoute le chiffre d'affaires, parce que je n'ai pas le choix, puisque dans les créanciers de la TVA et pas dans le chiffre d'affaires, et je multiplie par 365, j'aurai en moyenne le temps que mettent les clients pour me payer. Même chose pour les fournisseurs, dette commerciale divisée par les achats de marchandises plus les services et biens divers, je rajoute la TVA sur les deux. Quand je dis les deux, c'est achats de marchandises et services et biens divers, multiplié par 365. Ces trois ratios, je ne peux pas toujours en dire grand-chose, puisque ça dépend du secteur. Et si je ne connais pas le secteur et que je ne suis pas spécialisé dans le secteur, j'aurai beaucoup de mal à justifier. L'endettement, c'est l'ensemble, donc ça c'était pour les ratios de rotation et de délai. Maintenant on passe à l'endettement et à la solvabilité. Donc l'endettement, c'est toutes mes dettes divisées par le total du passif, ça doit être supérieur à 80%, inférieur à 80%, pardon. La solvabilité, c'est l'inverse, c'est les capitaux propres divisés par le passif, ça doit être supérieur à 20%. Et alors le cash flow, la formule facile, c'est résultat plus amortissement. N'oubliez pas de retenir la compliquée. Et la compliquée, c'est résultat plus les charges non décaissées moins les produits non encaissés. Et avec ça, vous avez tous les outils pour faire de l'analyse de bilan. Et donc, je regarde un petit peu où on en est, 33 minutes, donc on va arrêter cette vidéo ici. Et dans la prochaine vidéo, sur base de tous ces ratios, on va faire une analyse de compte complète. Voilà, donc à tout de suite.